Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang! Ça va aller. Ah, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer. Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. L'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir, on peut pas rester là. Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Wow! En voilà une autre! Et encore une autre, juste derrière! une bombe cyclonique éclate sur la côte est des États-Unis. Je me suis vue mourir avec toute ma famille dans l'océan Atlantique. Une grimpeuse frôle la mort sur le plus haut sommet de Grande-Bretagne. J'ai pas envie de tomber. Plus je montais, plus je ralentissais. J'étais morte de trouille. J'ai super peur. Et dans les Alpes, une course contre la montre s'engage pour sauver un skieur pris dans une avalanche. Je me souviens que je me suis dit, je veux pas mourir, pas ici. La majeure partie des États-Unis est soumise à un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids et rigoureux. Mais début 2018, un phénomène météorologique rare appelé bombe ou cyclone extratropical se déclare sur la côte est du pays et entraîne une vague de froid extrême. C'est un truc de fou! À l'origine du désastre, une brutale chute de la pression atmosphérique qui déclenche le développement explosif d'une tempête dont les vents peuvent atteindre des vitesses comparables à celles observées au cours d'un ouragan. Le 5 janvier 2018, Aishan Bird et sa famille voient leur croisière aux Bahamas écourtée par le capitaine de leur bateau, le Norwegian Breakaway, pour essayer de rallier New York à temps pour éviter la bombe cyclonique. C'était une belle journée, il y avait peu de vent, mais le temps était agréable. Au bout de 2 heures environ, ça a commencé à pas mal souffler. Des membres du personnel sont venus nous voir, ainsi que les autres passagers, pour nous prévenir qu'on allait quitter l'île. On s'est dit qu'ils étaient vraiment très prudents. On dirait que le vent se lève. Tout allait bien. Tout le monde est remonté sur le bateau et on a jeté l'ancre. Regarde-moi ces vagues. Dans la soirée, le vent s'est mis à souffler un peu plus fort. Le bateau a commencé à tanguer sous l'effet des vagues et c'est vite devenu désagréable. Vers minuit, alors qu'on était au restaurant, le bateau s'est penché violemment sur le côté et il est resté dans cette position. Les assiettes se sont mises à voler, des chaises sont tombées et le stress a commencé à monter. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai décidé de rejoindre les cabines pour voir si mes enfants allaient bien. Mon fils dormait à point fermé, mais ma fille m'a sauté dessus en me demandant ce qui se passait. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Pour les rassurer, je leur ai dit qu'il n'y avait rien à craindre, même si je n'en savais rien.
Par le hublot, je voyais l'océan qui s'agitait de plus en plus violemment et les vagues qui montaient et qui descendaient. J'avoue que j'ai eu un moment de panique. Le navire a croisé la route de la bombe cyclonique. Sarah et Brian Curry, ainsi que leurs enfants, essaient de dormir malgré l'océan en colère qui les malmène. Brian m'a réveillée et il m'a dit qu'on avait un gros problème. La cabine voisine n'avait plus de porte-fenêtre. Ses occupants avaient vu leurs affaires s'envoler et notre porte à nous ne fermait plus. On n'avait eu aucune raison de s'inquiéter jusque-là. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, les problèmes s'enchaînaient. 2 heures plus tard, ils ont fini par condamner l'accès à tous les ponts extérieurs. Je suis descendue dans le hall pour rejoindre les filles et Brian est resté avec notre fils dans la cabine. Il a réussi à avoir accès à des images radar et il m'a envoyé un message qui disait « Je sais ce qui se passe. En fait, on navigue tout droit vers une énorme tempête. » À ce moment-là, le paquebot est malmené à la fois par des vents de la force d'un ouragan et par des vagues de 9 mètres. C'en est trop pour les nerfs d'Aishan. Vers 3 heures du matin, j'ai décidé de quitter la cabine et d'aller jeter un œil. Une fois dans le couloir, j'ai vu de l'eau qui coulait le long des murs. Je n'en croyais pas mes yeux. Ensuite, je suis tombé sur des membres du personnel. Ils étaient en train d'essayer d'éponger la moquette, parce que le vent était si fort que les portes coulissantes n'arrêtaient pas de s'ouvrir. Résultat, des trompes d'eau se déversaient à l'intérieur. Il y en avait partout, même dans la salle principale, qui était pourtant assez éloignée des ponts. Le vent hurlait à l'extérieur. Le capitaine a pris le micro pour nous dire qu'ils étaient en train de réduire la vitesse du navire afin de limiter le roulis. Il a répété ça plusieurs fois, et moi je disais à tout le monde « Mais ça ne marche pas, je sais qu'il fait de son mieux, mais là ça ne marche pas. » Le bateau était incontrôlable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'heure était grave. C'était terrifiant. Pour moi, c'est un miracle qu'on ait survécu. À terre, la situation n'est pas meilleure. La zone la plus affectée est le sommet du mont Washington, le point culminant du nord-est des États-Unis. L'endroit a la réputation de connaître l'une des plus mauvaises météos du monde. Peu de personnes se porteraient volontaires pour y vivre une bombe cyclonique, mais il se trouve que c'est le métier de Caleb Mute. Le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre les systèmes naturels qui régissent la météo sur notre planète. Et la station météo qui nous sert de labo se trouve ici, au sommet du mont Washington. Le mont Washington est un lieu extrême. La température y est déjà descendue jusqu'à moins 44 degrés Celsius. Et on a longtemps eu le record des vents les plus violents mesurés par une station météo avec une vitesse de 372 km/h. On a aussi beaucoup de neige, 714 cm par an en moyenne. Sans parler des températures ressenties qui peuvent atteindre un niveau dangereusement bas. Si vous aimez tout ce qui est extrême, c'est vraiment l'endroit idéal. On se tient au courant grâce à des modèles météorologiques. Ça nous a permis de voir qu'un important système arrivait vers nous. Une bombe cyclonique, en gros, c'est un système dépressionnaire qui gagne en puissance de manière extrêmement rapide. Sa pression centrale se mesure en hectopascal. On parle de bombe cyclonique à partir du moment où la pression descend d'au moins d'1 hectopascal par heure pendant 24 heures. Ce jour-là, la pression a dégringolé de 59 hectopascal en 24 heures. On avait des rafales très fortes à 196 km/h et de grosses chutes de neige. Le vent a soufflé pendant 4 jours à plus de 180 km/h sans jamais faiblir. Et ensuite, il a fait un froid terrible. On est descendu jusqu'à quasiment moins 40 degrés Celsius. J'avoue que les quelques jours qui ont suivi cette bombe cyclonique comptent parmi les plus éprouvants que j'ai passés sur la station. En effet, 4 jours en pleine tempête, ça peut s'avérer relativement pénible. Alors, pour égayer un peu l'ambiance, Caleb s'amuse un peu avec Dame Nature. J'avais un t-shirt qui traînait. Alors on a décidé de le mouiller pour voir ce que ça allait faire. On était curieux de voir à quelle vitesse il allait geler si on l'amenait dehors. Évidemment, ça n'a pas pris longtemps. C'était plutôt marrant comme expérience. Il faisait très froid. Je me rappelle qu'on était au-delà des moins 30 degrés Celsius.
Le vent dépassait facilement les 120 km/h, une force digne d'un cyclone de catégorie 1. Dans ces conditions, on risque des gelures en à peine quelques secondes. Et au bout d'une minute ou deux, la peau peut subir des dommages irréversibles. On essaie toujours de tester de nouvelles idées. Le matin suivant, la température était de moins 39 degrés. Donc on a décidé de conduire une autre expérience, à savoir congeler des bulles. Dès que la bulle se forme, l'eau qu'elle contient gèle instantanément. C'est plutôt cool de les regarder rouler par terre comme des boules d'herbe sèche. Je trouve que ça donne une assez bonne idée du froid qui régnait. Le test de l'eau bouillante, c'est l'un de mes préférés. Il consiste à sortir balancer de l'eau bouillante dans les airs quand il fait moins de 0. Plus l'eau est chaude, plus les molécules sont éloignées les unes des autres. Et lorsque la température extérieure est très basse, l'eau se transforme directement en un nuage de cristaux de glace sous nos yeux. C'est plutôt sympa comme expérience. Au moins, il y en a un qui s'amuse. À suivre. Alors que la bombe cyclonique gagne en intensité, le Norwegian Breakaway la prend de plein fouet, tandis qu'il vogue en direction de l'œil du cyclone. Ma fille m'a regardée et m'a dit « Maman, est-ce qu'on va mourir ?» Et d'abondantes chutes de neige provoquent un énorme carambolage, entraînant un couple de retraités du Michigan dans une angoissante partie d'auto-tamponneuse. Nous voilà bien maintenant. Oh là là, c'est la 3e fois qu'on se fait percuter. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était retenir notre souffle et attendre le choc suivant. Et en voilà un de plus. Lorsque le mercure dégringole et que le froid s'installe, certains en profitent pour se distraire un peu. Au cœur de l'hiver, certaines régions de Russie détiennent des records de basse température qui ne sont dépassés que par l'Antarctique. À l'est de Moscou, en voilà un qui ne recule devant rien pour tenter de prouver sa virilité. Et pour cela, quoi de mieux que de faire trempette dans l'eau glaciale en soulevant des haltères? Hélas, il se fait totalement éclipser par la petite dame derrière lui, qui fait tranquillement quelques longueurs. Toujours en Russie. Il fait si froid dans la région de Penza que cet élan se rapproche de la route afin de profiter des gaz d'échappement pour se réchauffer comme il peut. Le pauvre, il ne sait pas que respirer ces émanations lui fait plus de mal que de bien. Dans le sud de la Russie, il ne fait pas beaucoup plus chaud. Mieux vaut ne pas avoir besoin de nettoyer son pare-brise. Car voici ce qui arrive lorsqu'on essaie d'utiliser le lave-vitre. Ça fait un peu machine à fumer, ce qui est très sympa dans les clips, mais moins sur un pare-brise sale. Partons aux États-Unis. À New York, il peut aussi faire très froid, comme pourra nous le confirmer cet homme assoiffé. T'as jeté un froid à la marque. Un granita instantané. Quelle aubaine! Un petit cadeau de la part de Dame Nature. C'est génial. Enfin, sur le lac supérieur, lorsque les températures passent en dessous de 0, la pratique du surf est réservée aux plus acharnés. Et par ce temps-là, mieux vaut éviter de tomber à l'eau, sous peine de se transformer en monstre des glaces. Ça va le temps aujourd'hui? Oh, c'est super! Au cœur des Highlands, en Écosse, se trouve le sommet le plus haut et probablement le plus majestueux du Royaume-Uni. Il s'agit du Ben Nevis, qui s'élève à 1245 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Sur sa face nord, une crête porte le nom de Tower Ridge. Sa hauteur dépasse les 600 mètres. Le 15 février 2018, Claire Maxted et son compagnon de cordée, Paul Gale, se préparent à relever un défi de taille. Je pensais avoir une expérience assez solide en alpinisme hivernal. J'y suis allée sans guide, juste avec un ami. On avait décidé que ce serait lui le leader. On est où là? On arrive en bas d'un pic qui s'appelle Great Tower, sur le versant est, et on va vers le col. Je n'étais pas inquiète du tout. Je me disais seulement que ça allait être épique et que j'en étais totalement capable. On a décollé à 5h30 du matin. On est arrivé tôt. Au début, on avait un bon rythme. Il n'y avait rien de trop compliqué. Comment ça se passe? Ça va. Mais dès qu'on a été plus exposé au vent, j'ai commencé à légèrement flipper, pour le dire simplement. Oh là là! Je suis pas rassurée. J'ai même vraiment la trouille. Je te le dis, j'aimerais pas faire ça sans toi. Ça, c'est clair et net. Oh là là! Plus je montais, plus je ralentissais. Il n'y avait plus autant de neige et de glace qu'au début. Ça allait tant qu'on pouvait planter nos piolets dans la neige, mais sur certains passages rocheux, on n'avait que très peu d'endroits disponibles pour les placer. Je commençais à avoir peur de ne pas réussir à bien m'assurer. C'est pas évident. Je sais que tu gères de ton côté, mais j'ai pas envie de tomber. Mais alors pas du tout. C'est trop flippant. Tire pas sur la corde, sinon je vais tomber sur le côté. Quand la température est bien en dessous de zéro, une exposition trop longue au vent glacé entraîne un risque bien réel d'hypothermie. Je me suis mise à trembler. D'un seul coup, j'avais l'impression que le moindre petit coup de vent me transperçait le corps. J'ai vraiment peur. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? j'ai peur de tomber. Le moindre mouvement était compliqué. Oh la vache. La peur montait, lentement mais sûrement. Je crois que j'ai pas tout à fait le niveau, pour être honnête avec toi. J'essayais désespérément de planter mon piolet dans la neige, mais j'étais morte de trouille. Reste là. D'accord. J'ai un peu froid. C'était mal engagé. Je nous voyais déjà passer la nuit sur place, en train de nous balancer dans le vide, accrochés à nos piolets. On aurait eu très froid. On serait peut-être même tombé en hypothermie. Avec la température du corps, les capacités cognitives diminuent également. Tout prend plus de temps. Si tu te sens pas au top et que tu commences à avoir froid, on va devoir réfléchir à un plan B. Mon partenaire a pris la décision d'appeler les secours. Il voyait que je paniquais sérieusement et que je n'étais plus capable d'avancer. Plus l'ascension est longue, plus on a le temps de regarder en bas. J'ai super peur. Je me sentais bête, mais parfois, il faut savoir ravaler sa fierté. L'erreur est humaine, et ce jour-là, j'en ai fait une grosse. En fait, je n'aurais jamais dû y aller. Le jour décline et les températures baissent. Les secouristes doivent se dépêcher de tirer Claire et Paul de ce mauvais pas avant la nuit. On a entendu l'hélico arriver et on l'a vu faire du surplace pendant peut-être 2 minutes, même si ça m'a paru durer 1 heure. Et d'un seul coup, ils étaient juste en dessous de nous, le long de la paroi. Le secouriste était d'un calme impressionnant. Si je n'avais pas déjà été fiancée, je l'aurais épousé. J'ai attendu d'être assise dans l'hélico pour me dire que c'était fini. Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie sur le Ben Nevis. Les secouristes disent à Claire que son partenaire a bien fait de les appeler. On n'est jamais trop prudent.
Ils ont tous dit qu'on avait pris la bonne décision, donc je me suis sentie un peu mieux. Dans la région, la météo n'en fait qu'à sa tête. Nous, on doit faire avec. J'étais complètement dépassée ce jour-là. Je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation. J'aurais pu mourir. Des gens meurent en faisant ce que j'ai fait. Je pensais avoir suffisamment d'expérience, mais cette fois-là, j'ai atteint mes limites et ça ne m'a pas plu. La neige, un cadeau de Dame Nature, source d'amusement et d'émerveillement. Mais quand la neige n'en finit plus de tomber, c'est elle qui s'amuse à nos dépens. Dans le nord de l'État de New York, ses usagers se pensent à l'abri des intempéries sur ce quai de gare. Mais ce train qui passe sans s'arrêter a décidé de jouer les chasse-neige. Ce n'est pas le moment d'avoir le nez collé sur son téléphone. Sauf si c'est pour filmer la scène, évidemment. À Chicago, la neige recouvre la route et les automobilistes redoublent de vigilance pour éviter tout accident. Mais le danger ne vient pas toujours d'où l'on croit. Et il arrive à certains conducteurs peu méfiants d'en faire les frais. Et ce, de manière frontale. L'une des premières règles, lorsqu'on sort par temps neigeux, c'est de bien se couvrir. Dans l'État de Rhode Island, certains n'ont pas l'air au courant. Mais il y a toujours un monsieur je sais tout pour constater l'évidence. Hey, il neige! Vous avez besoin d'aide? Ouais, Il neige là! ouais, je sais. Le pauvre. Il est fou ce type! Je connaissais le chat botté, mais le bulldog botté, ça a de l'allure aussi. Même avec son équipement hivernal, ce toutou ne veut plus avancer d'un poil dès que la couche de neige s'épaissit. Son maître peut bien essayer de l'amadouer, il ne fera pas un pas de plus. Alors que certains trouvent épuisant de s'enfoncer dans la neige, d'autres adorent ça. Comme cet homme qui filme sa descente près de Jackson, dans le Wyoming. C'est vrai que ça a l'air grisant, mais je suis prêt à parier que son expression faciale est davantage due au pelleté de neige qui lui fouette le visage qu'au plaisir de la glisse. Tout de suite, une mission de sauvetage pour sauver un ami enterré vivant par une avalanche avant qu'il ne suffoque. Il faut se concentrer sur sa respiration. Mais au bout de quelques minutes, on finit par s'endormir. Et un casse-cou qui risque sa vie pour réussir le premier saut de ski base jump au Royaume-Uni. Foncer dans un obstacle, c'est ce qui peut arriver de pire avec ce type de saut. Je me lance! Tout à l'heure, nous avons vu les effets dévastateurs d'une bombe cyclonique qui a explosé sur toute la côte est des États-Unis. C'est un truc de malade. Bienvenue, bonne année! Regarde ça! Cela a transformé le quotidien de milliers de personnes, à terre comme en mer, en une lutte pour la survie. Le vent hurlait à l'extérieur. J'ai vu de l'eau qui coulait le long des murs. J'hallucinais complètement. À Muskegon, dans le Michigan, Jim et Sue Perrault croyaient être habitués aux rigueurs de l'hiver. Mais le 29 décembre 2017, la bombe cyclonique les a pris par surprise. Quand on s'est levé ce matin-là, on a regardé dehors et on a vu la quantité de neige qui était tombée. C'était incroyable. On a pris la voiture pour aller au magasin de bricolage. C'était à une grosse vingtaine de kilomètres de la maison. On s'est dit qu'en y allant doucement, ça allait bien se passer. On y a réfléchi à 2 fois avant de sortir ce jour-là. On aurait peut-être bien dû y réfléchir une 3e fois.
Jim aurait dû suivre son instinct. Le froid extrême et les chutes de neige ont transformé les routes en patinoires. Des carambolages impliquant jusqu'à 75 véhicules surviennent dans toute la région. Quand on est arrivé sur l'autoroute, la neige s'est brutalement remise à tomber de plus belle. Là, Jim me dit « Prépare-toi chérie, on va faire une sortie de route. » Regarde-moi ça. Regarde toutes ces voitures. Oh là là. Oh là, il y a un gros 4x4 qui arrive. Attention! Et le voilà dans le fossé. Oh, en voilà un autre. Et encore une autre juste derrière. J'ai réussi à attraper mon téléphone en tremblant et j'ai tout de suite appelé les secours. Il faut absolument nous envoyer quelqu'un sur la route 31. Les gens arrêtent pas de se rentrer dedans. Il y a au moins 50 véhicules en rade. Il y en a un qui vient vers nous, chérie. Et en voilà un de plus. On avait déjà une voiture collée à notre pare-choc et il y en a une autre qui est arrivée par derrière. Attention, Et l'autre. encore une autre. On s'est fait percuter alors même qu'on était au téléphone avec les secours. Oh la vache! C'est pas vrai. Ça va mal finir. Ce qu'il faut, c'est fermer la route, et tout de suite. Je voyais les voitures qui frôlaient mon pare-choc avant. C'était incroyable. Elles arrivaient à 100 km/h. Attention, gros 4x4. Oh punaise! C'est la 3e fois qu'on se fait percuter. Oh, on en a une à gauche aussi. Ouais. Si on s'était fait emboutir par le côté, ça aurait pu vraiment mal finir. Je n'avais qu'une chose en tête. Je voulais que ça s'arrête. On a ce monsieur qui est collé contre nous. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était retenir notre souffle et attendre le choc suivant. Ensuite, quand on a vu des secouristes marcher au milieu des véhicules accidentés, on a su que c'était terminé. C'était pas trop tôt. On a enfin pu respirer et se détendre un peu. Je croyais que j'étais assez expérimenté et que je savais tout des dangers de l'hiver, mais je me trompais. Personne n'est jamais à l'abri de ce genre de mésaventures. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de respect pour Dame Nature qu'avant cette expérience. Sur l'Atlantique, le Norwegian Breakaway manœuvre dans la tempête, luttant contre des vagues hautes comme des montagnes pour rejoindre New York. Tandis qu'il entre dans l'œil du cyclone, Sarah et Brian Curry s'inquiètent pour le bien-être de leur progéniture. Une de mes filles avait un mal de mer terrible. Pour une autre, ça allait. Et la troisième était absolument terrifiée. Ma fille m'a regardée et m'a dit « Maman, est-ce qu'on va mourir ?» À plusieurs occasions, j'ai pensé qu'on n'allait pas s'en sortir. Je me suis vue mourir avec toute ma famille dans l'océan Atlantique. Les objets tombaient des étagères, les vitres en verre explosaient. Je craignais qu'une vague plus forte que les autres ne fasse chavirer le bateau. Jamais de ma vie, je n'avais entendu le vent siffler comme ça. C'est le vent qui fait ça? Ouais. Voir un bateau de cette taille être ballotté comme ça, c'était très impressionnant. Oh là là! J'hallucine. C'est pas vrai! Le plus effrayant dans tout ça, c'était que si le bateau finissait par succomber à la tempête et qu'il se mettait à couler, personne n'allait pouvoir venir nous aider. On était entourés par des vagues de 15 mètres de haut et le vent dépassait les 110 km/h. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre que ça passe. La bombe cyclonique durera 4 jours, pendant lesquels elle sèmera le chaos dans l'est des États-Unis, tuant 22 personnes et en laissant 300 000 sans électricité. Eh ben, La vague de froid atteindra même la Floride, où la neige tombera pour la première fois en 29 ans. Je suis en Floride, à Tallahassee, et je peux vous dire qu'on voit pas ça souvent. Décimant la faune habituée au climat tropical. Ce pauvre petit bonhomme est congelé. Je ne crois pas qu'il soit mort. Je vais essayer de le poser au soleil. Heureusement, les 4000 passagers du Norwegian Breakaway sortiront indemnes de ce voyage éprouvant. Au moins, c'est une croisière qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ce n'est qu'en entrant dans le port de New York qu'on s'est dit « Voilà, c'est fini ». Oui, on avait tellement hâte de se retrouver sur le quai.
et de ne jamais reprendre la mer. C'est vrai. Les Trois-Vallées, dans les Alpes françaises, est le plus grand domaine skiable au monde, avec une superficie de 250 000 hectares. C'est vraiment le meilleur spot de ski des Alpes françaises. Le 7 février 2017, les skieurs professionnels Michael Bimbos, Solane Dejoui et leur amie Julie profitent de l'épaisse couche de neige qui vient de tomber pour faire du hors-piste. Et ce, malgré les annonces de risque d'avalanche. On s'amusait bien, on profitait de la journée et on pensait pas du tout aux avalanches. On était tous les trois en haut de la crête, à environ 2500 mètres d'altitude. Le plan, c'était que Julie allait passer devant, ensuite moi, et puis Solane allait nous suivre avec la caméra pour filmer toute l'action. On a compris que quelque chose clochait dès qu'on a vu la fissure dans la neige. C'est très mauvais signe, ça signifie que la neige est en train de glisser. J'étais juste derrière lui. On a tous les deux essayé de passer du côté gauche de la fissure. J'ai tenté d'ouvrir mon airbag, mais j'ai un peu galéré. Au bout de 3 secondes, j'ai pu atteindre la poignée de mon sac anti-avalanche et l'airbag s'est gonflé. Mais ça n'a pas suffi parce qu'une deuxième vague de neige est venue m'ensevelir. Le bruit est assourdissant. C'est comme quand on est pris dans un rouleau dans l'océan. Et ensuite, c'est le silence total. J'ai essayé de bouger les bras, la tête, les jambes, mais j'étais complètement coincé. C'était peine perdue. Après un essai, je me suis dit, bon, ok, je peux pas bouger. Mais je voulais pas y croire, alors j'ai réessayé. En fait, il faut se concentrer sur sa respiration. Mais quoi qu'il arrive, au bout de quelques minutes, on finit par s'endormir. Les chances de survie sont très minces après 15 minutes sous la neige. Solane et Julie savent que chaque seconde qui passe peut coûter la vie à leur ami. Quand l'avalanche s'est terminée, je voyais plus Michael, seulement Julie. Il est où, Mika? Non, je l'ai pas vu, j'ai vu que toi. On voyait pas toute l'avalanche. La zone concernée était immense. Les 3 skieurs sont équipés d'un émetteur-récepteur. Cet appareil transmet un signal qui peut être capté dans un rayon de 60 mètres. J'ai commencé à faire demi-tour pour localiser le point d'origine du signal. Dès que mon récepteur m'a indiqué que j'étais proche de Michael, j'ai commencé à creuser. Le temps s'écoule très lentement. Tout paraît durer une éternité. J'ai passé 6 minutes sous la neige, mais j'ai eu l'impression que ça faisait le double. Je me souviens que je me suis dit, je veux pas mourir, pas ici. Je l'ai trouvé assez rapidement. J'ai d'abord vu son épaule. Et ensuite, j'ai réussi à lui dégager la tête. Respire, respire, respire. On est là, Mika. Allez. J'étais plutôt content de pouvoir enfin respirer. On est là, mon pote. Là. Il m'a sauvé la vie. Michael et Solane sont des skieurs expérimentés, mais c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une situation aussi périlleuse. Depuis ce jour, ils ont cessé d'ignorer le risque d'avalanche. Les jours suivants, j'étais un peu stressé.
Quand la neige est si épaisse et qu'elle vient de tomber, ne pas y aller à 3 en même temps est la meilleure leçon qu'on puisse tirer de cette histoire. Il n'y a pas mieux comme endroit pour skier. C'est sûr qu'on viendra, mais on fera plus attention. Les avalanches sont des embuscades tendues par Dame Nature, de véritables pièges au déploiement rapide et brutal. Chaque année, elles sont responsables de 150 décès. 90% des avalanches sont déclenchées par les vibrations engendrées par les humains, comme c'est le cas avec ce skieur à La Plagne en France. Tandis qu'il dévale cette pente, sa caméra filme la formation d'une fissure dans la couche neigeuse, transformant sa descente en toboggan de la mort. Le corps humain est 3 fois plus dense que la neige. Il peut donc s'avérer utile d'essayer de nager pour rester à la surface. C'est ce qu'a fait cet homme-là, et c'est probablement ça qui lui a sauvé la vie. Une autre technique pour tenter d'échapper au mur blanc qui se dirige vers vous est d'essayer de le semer. Mais les avalanches pouvant atteindre jusqu'à 160 km/h, le défi est de taille. Dans ce cas-là, mieux vaut être snowboarder et expert du hors-piste comme cet homme filmé dans les Pyrénées. Mais même un pro comme lui n'évite la catastrophe que d'un cheveu. Si t'es pris là-dedans, t'as aucune chance. Si vous êtes témoin d'une avalanche lors d'une randonnée, partir en courant ne sera peut-être pas votre premier réflexe. J'en crois pas mes yeux. En Patagonie, ces deux marcheurs sont béats devant une telle démonstration des forces de la nature. À tel point qu'ils ne comprennent pas qu'elle se dirige vers eux. On y va, tu crois? Pendant une avalanche, la neige peut peser jusqu'à 750 kg par mètre cube, largement de quoi casser des arbres adultes comme des allumettes. Heureusement, celle-ci a le bon goût de s'arrêter avant d'ensevelir ses randonneurs. De manière préventive, on fait parfois tomber les masses de neige qui menacent de glisser à l'aide d'explosions maîtrisées. Enfin, plus ou moins maîtrisées. S'il n'avait pas eu la structure du télésiège pour s'abriter, l'avalanche aurait englouti ses agents de patrouille. C'était -1. Lorsque les neiges hivernales font leur arrivée, Tim Howell se réjouit. Cet ancien membre des Royal Marines britanniques fait partie d'une petite bande de casse-cou extrêmement téméraire qui prend plaisir à sauter à ski du haut de falaises vertigineuses. Le ski base jump est assez peu pratiqué. Je suis le seul à en faire au Royaume-Uni. L'idée de cette discipline est venue d'un James Bond, l'espion qui m'aimait. À l'époque, le base jump n'était pas encore un sport. On n'appelait même pas encore ça du base jump. Grâce à ce passe-temps quelque peu extrême, Tim a fait le tour du monde. Mais depuis 2 ans, il rêve de se rendre dans la vallée de Glencoe, en Écosse, où un saut de plus de 600 mètres l'attend. J'avais déjà un peu d'expérience en ski base jump. J'avais sauté en Italie, en Suisse, en France, mais sauter au Royaume-Uni, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais vécu et travaillé à Glencoe pendant quelques années. Et j'y avais passé plusieurs hivers à faire de l'alpinisme. Mais en Écosse, la météo est compliquée. Il y a toujours trop de vent et pas assez de neige. Et quand il y a de la neige, c'est pas à la bonne altitude.
Au vu des risques que comporte la pratique du ski base jump, une préparation méticuleuse et de parfaites conditions météo sont indispensables. Le 8 janvier 2018, les conditions sont réunies, c'est le moment d'agir. J'avais tellement attendu. En arrivant sur place, j'ai croisé les doigts pour que ça marche. On voyait que le sommet était enneigé, mais pour l'atterrissage, j'allais devoir me contenter de la végétation. Je me demandais si on allait y arriver. Il fallait absolument qu'il y ait de la neige à l'endroit d'où j'avais prévu de sauter. S'il n'y avait pas assez de neige en bas, on aurait perdu un temps fou à ramener assez de neige au niveau du tremplin. Heureusement, la neige était au rendez-vous et elle avait pile la bonne consistance. Elle était parfaite et bien collante. Et il y a un autre élément extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. C'est le vent. L'idéal, c'est d'avoir le moins de vent possible, voire pas de vent du tout. Et s'il y en a, il faut qu'il souffle dans la bonne direction. Quand on est là-haut et que le vent se lève, on se met tout de suite à douter. On se demande si on tente le coup ou pas. Ce jour-là, il y a juste assez de neige et Tim met 2 heures à façonner une rampe de 9 mètres de long. Mais cette rampe est si étroite qu'elle ne lui laisse aucune marge d'erreur. L'extrémité du tremplin était à environ 5 mètres du bord. Donc j'allais devoir prendre de la vitesse pour réussir à dépasser ces 5 mètres au moment du saut. J'ai toujours un peu d'appréhension avant de sauter. Mais là, en plus, c'était un saut dont je rêvais depuis des années. Il y a tant de choses qui peuvent tout faire rater. On n'est jamais totalement à l'abri d'une avalanche, ou d'un souci avec le vent, ou avec l'enneigement. Ce que je redoutais le plus, c'était de me retrouver face à la paroi. Foncer dans un obstacle, c'est ce qui peut arriver de pire avec ce type de saut. Avant certains sauts, j'utilise parfois des techniques de relaxation. Je respire, je me concentre et je fais ce que j'ai à faire. Je me lance. J'ai réussi à sauter assez loin de la paroi. Quand le parachute s'ouvre, on peut enfin se détendre un peu. La partie la plus dangereuse du saut est terminée. En général, c'est le moment où je me lâche. Oh la vache! 2 ans! 2 ans! Chaque saut est un nouveau défi. Alors quand ça marche, c'est la fête. Je savais que j'allais planer un moment avant d'atterrir. Donc j'ai pris le temps de choisir un bon point d'atterrissage. C'est assez bizarre d'atterrir dans l'herbe avec des skis. Mais ça glisse quand même pas mal, ce qui épargne un peu les genoux. L'atterrissage est un succès. Tim est à présent la toute première personne à avoir effectué un saut de ski base jump au Royaume-Uni. Bravo à lui. J'étais ravi du résultat. Pour fêter ça, on s'est arrêté dans un pub. On a mangé des burgers, bu un peu de cidre, et on est rentré à la maison. Certains accros à l'adrénaline ressentent le besoin de repousser leurs limites et de tenter des performances de plus en plus risquées. Nature Meurtrière vous présente une compilation d'images intitulée « N'essayez pas de faire pareil à la maison ». Dès les premiers flocons, il arrive que certaines personnes perdent un peu la tête. À Squaw Valley, aux États-Unis, en voici un pour qui sauter du haut de cette montagne ne suffisait pas. Il a fallu qu'il y ajoute un petit saut périlleux. À 1 millimètre près, il était bon pour un long séjour à l'hôpital. Celui-là tient à prouver qu'il n'est pas en reste niveau saut périlleux. Et pour démontrer que son talent lui suffit, il fait ses cascades dans le plus simple appareil. Quel frimeur! En Suède,
Ce skieur nous prouve qu'il n'est nul besoin de sauts vertigineux pour avoir sa dose d'adrénaline. Le hors-piste en pleine forêt, ça marche aussi très bien. Il faut une certaine dose de sang-froid ainsi que des nerfs d'acier pour réussir à slalomer entre les obstacles en ignorant le danger constant de se briser tous les os. Comme si cela ne suffisait pas, il conclut sa promenade dans les bois par un saut périlleux. Forcément, c'est très impressionnant. Mais n'en fait-il pas un peu trop ? Quittons les sommets enneigés pour les torrents agités. En Norvège, ce kayakiste allemand s'apprête à affronter des rapides particulièrement sauvages. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez effrayant, alors qu'il se fait balloter dans tous les sens par le courant, voilà qu'il doit passer à travers un trou à peine plus large que son embarcation. Son collègue l'attend à l'arrivée pour le féliciter. Cette fois encore, le drame a été évité de justesse. En 2017, tandis que l'Europe transpire, écrasée par une vague de chaleur surnommée Lucifer, ce Français quelque peu intrépide se dit que la fonte des glaciers lui offre une occasion en or d'accomplir un rêve, descendre le Mont Blanc à vélo. On parle bien du plus haut sommet d'Europe, avec ses 4809 mètres d'altitude. Parmi les choses qui auraient pu transformer ce rêve en cauchemar, nous avons les morceaux de glace coupants comme du verre, les crevasses, les pentes vertigineuses, les éboulis, les rochers et les randonneurs imprudents qui ne s'attendaient probablement pas à se faire foncer dessus par un forcené en deux roues. Incroyable! Dans cet épisode, nous avons vu Dame Nature montrer l'étendue de ses pouvoirs. En voilà encore une autre! Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. J'ai super peur. Nous l'avons vu démolir, détruire et se moquer de nous. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, car personne ne peut arrêter la nature meurtrière.